le conflit a commencé en 2014. Au moment où l'Ukraine est devenue un sujet de diversion, en quelque sorte, pour les États-Unis, et un prétexte pour le déploiement de l'OTAN, pour rompre en quelque sorte un engagement qui avait été pris au moment de la perestroïka, qui était de dire, en fait, on n'approchera pas les troupes de l'OTAN aux portes de la Russie. C'était un engagement qui avait été pris, qui avait été... Il y a quand même des pays d'Europe de l'Est qui se sont progressivement attelés au train de l'OTAN, mais jusqu'à présent, on n'avait pas été jusqu'en Ukraine. À partir de 2014, en fait, ce tabou est rompu. Il disait qu'il n'allait pas envahir l'Ukraine jusqu'à la dernière minute. Et quand on parle avec les vrais experts, pas les experts de plateaux de télévision, de mass médias, etc., mais quand on parle avec les vrais experts de l'intérieur, ils avouent quand même avoir tous été surpris. Donc la question est pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? Donc de ce pourquoi on ne peut que spéculer. Et mon explication à moi, et j'assume la nature spéculative de cette explication, est que à un moment donné, il a senti au cours des différents entretiens qui précèdent l'invasion, puisqu'il s'agit bien d'une invasion, avec Olaf Scholz et Emmanuel Macron en particulier, il a conclu à l'idée que il était impossible de mettre sur la table des négociations, voire même sans parler de négociations, mais de mettre dans la table des conversations la question du Donbass et de la non-expansion de l'OTAN. Et il est vrai, en fait, que les deux États garants de l'accord de Minsk n'ont jamais prononcé au cours de ces 8 années le mot accord de Minsk. A priori, s'ils se retirent maintenant, ils laissent la place, disons, à l'expansion de l'OTAN, parce que ce serait interprété comme une défaite. S'ils restent chaque jour, qu'il reste donne lieu à des situations comme hier, par exemple, avec cette nuit, avec l'incident qui aurait pu se terminer en une tragédie anthologique autour de cette centrale nucléaire, ou avec des pertes de civils, etc., et avec le risque d'internationalisation du conflit. Donc c'est une sorte de Zugzwang où, a priori, quoi qu'il fasse, il perd. Toutefois, pour l'instant, il n'est pas en train de perdre. C'est-à-dire qu'on voit qu'il se déploie avec énormément de prudence. Dans l'ensemble, il s'éloigne pas de ses frontières. Il ne s'éloigne pas des frontières de la Russie. Les troupes russes ne s'éloignent pas de la frontière de la Russie. On voit qu'il aurait pu faire, par exemple, s'il était parti sur une espèce de guerre à l'américaine dans le cadre du jeu de changement de régime. Il aurait pu faire opérer par un blitzkrieg très vite et prendre, disons, à ce moment-là, disons, les postes les plus stratégiques et occuper directement le pays. Donc l'OTAN, c'est quand même une organisation militaire. On devrait voir quelque part, en fait, cette armée régulière qui, en plus, a reçu au cours de ces 8 années une très importante aide militaire sous diverses formes. On devrait voir, en fait, aujourd'hui, l'armée régulière ukrainienne agir d'une façon ou d'une autre. Or, devant les chars les chars russes, on ne voit que des civils, même pas des milices, des civils. Et là, c'est vrai que où est passée cette armée ukrainienne ? On ne voit le président lui-même, en fait, est entouré de civils, en fait, de politiques. Il n'est pas entouré de l'état-major de son pays. Où est passé l'état-major ? La seule image télégénique que nous avons de la présence de l'armée régulière ukrainienne, c'est lorsqu'elle a tabassé des étudiants indiens à la frontière, je crois que c'était la Roumanie ou la Pologne, je ne sais plus, et des étudiants de couleur qui voulaient qui voulaient sortir de l'Ukraine pour rejoindre leur pays. On parle clairement de la censure du média RT. Ce serait d'autant plus important de savoir comment ils pensent et quel message ils veulent nous faire parvenir. Ce n'était pas que de la censure, mais effectivement, c'était une perception et un point de vue russe. Il était aussi important de le connaître et de l'analyser, de le mettre dans son contexte. Ces décisions qui sont prises au niveau de la Commission européenne ressemblent de plus en plus, en fait, nous font ressembler de plus en plus à l'Union soviétique, en fait. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'entités qui disposent aucune représentation démocratique, qui décident
sous forme d'oukase, qu'à partir de maintenant, vous ne pourrez plus écouter, lire tel et tel média. Et je pense que ça pose un vrai problème non seulement pour la démocratie, mais ça nous pose un problème à nous pour donner des leçons de démocratie à la Russie. Mais pour autant, peut-on ne pas choisir entre l'Ukraine et la Russie ? Il faut soutenir inconditionnellement l'Ukraine et puis on verra après. La Russie ne pouvait pas se faire justice elle-même. Elle ne devait pas envahir l'Ukraine. L'Ukraine est un État souverain. La Russie ne devait pas se faire justice elle-même. Mais maintenant, la situation est ce qu'elle est. Et la Russie est dans cette espèce de zugzwang, donc elle ne va pas se retirer. Et elle ne donne pas l'impression, encore une fois, d'être dans un mode d'invasion et de changement de régime. Mais c'est vrai qu'elle a menti une fois, donc elle peut mentir une deuxième fois parce qu'elle avait dit qu'elle n'envahirait pas. C'est la première fois qu'elle ment sur le front international, mais elle l'a dit et donc elle dit on veut que Zelensky reste en place. Donc on ne sait pas exactement quelles sont ses intentions. Néanmoins, il faut l'aider dans l'intérêt de tous à sortir de cette situation désastreuse pour la sécurité internationale. Et ça passe par le fait de reconnaître, ça devrait pas être si compliqué que ça. Ça passe par le fait de reconnaître qu'il y a effectivement une hécatombe, je ne sais pas si en génocide, mais une situation au regard des droits de l'homme dans le Donbass qui d'ailleurs est épinglé par un rapport des Nations Unies sur la mission de monitoring des droits de l'homme en Ukraine, qui parle quand même de disparition, de viol, de toute une série d'exactions qui, si elles s'étaient commises dans un pays d'Amérique latine, dessineraient pour l'Ukraine un profil de terrorisme d'État. Pour l'instant, je crois que du point de vue occidental, on baisse un peu les décibels parce que certaines parties occidentales sont peut-être, mais sans doute suis-je un peu ingénu, en train de se rendre compte que toute la narrative américaine, ce sont les Européens qui vont la payer. D'ailleurs, les Américains continuent à recevoir du pétrole russe. Nous ne pouvons pas en recevoir, nous sommes sanctionnés, mais les Américains peuvent toujours en recevoir. Donc, nous allons payer comme nous avons payé en fait les printemps arabes. Nous l'avons payé sur notre territoire avec des attentats. À chaque aventure américaine, nous l'avons payée nous, et celle-ci aussi, nous allons la payer économiquement. Nous la payons déjà aujourd'hui. L'Union européenne prend des décisions pour censurer des médias. Les exécutifs prennent des décisions pour confisquer, parce qu'il s'agit d'une forme de confiscation chaviste de biens. Tout ça se fait en dehors de toute forme d'institution, hors toutes des institutions démocratiques. Donc nous sommes, l'Occident, en train de donner des leçons de démocratie, d'état de droit, à l'état de droit à la Russie. Il faudrait peut-être qu'on commence à faire un peu le ménage chez nous. À partir du moment où il y a un civil étranger en Ukraine, et qu'il est adoubé et armé par son gouvernement, il y a internationalisation du conflit. Et là, il faut faire très attention. D'abord, ces personnes, elles ne sont pas, ça c'est la partie russe l'a dit de façon très claire, hein, ces personnes-là ne seront pas protégées par la Convention de Genève. En cas de prise de prisonnier ou en cas de blessure, etc. Mais en plus de ça, le fait qu'elles soient officiellement armées par une puissance étrangère implique qu'il y a déjà une coalition de facto sur le terrain. Et cette coalition internationale, c'est quand même le premier pas vers une conflagration internationale, et qui dit conflagration internationale n'est pas loin de penser à la Troisième Guerre mondiale. Il faut faire attention à ne pas internationaliser, que ça reste en conflit entre l'Ukraine et la Russie.